Et comme promis, notre focus du jour nous emmène à présent en Birmanie, aux racines de la crise des Rohingyas. Si cette minorité musulmane est aujourd'hui chassée de l'État d'Arakan, c'est au nom de la lutte contre le terrorisme, mais c'est bien le nationalisme birman qui est derrière les persécutions que connaissent les Rohingyas depuis des décennies. Et le bouddhisme y joue un rôle majeur. Les moines bouddhistes sont aujourd'hui phagocytés par des factions ultranationalistes, parfois très proches d'ailleurs des hautes sphères militaires, et qui n'hésitent pas à appeler aux violences contre les Rohingyas. Reportage de notre correspondant dans la région, Clovis Casali, avec Charles Dupoisa. Ces jeunes moines représentent l'avenir du bouddhisme extrémiste en Birmanie. Ils sont inscrits à une école liée à Mabata, un mouvement nationaliste qui dit défendre la patrie contre les envahisseurs. Officiellement dissous par le gouvernement, il reste puissant et revendique 10 millions de membres. Un des professeurs nous interpelle. Alors que l'armée mène une répression féroce dans l'état d'Arakan contre la minorité Rohingya, ce moine cite l'exemple d'un personnage français bien connu, Napoléon. Le plus important, c'est que les gens braves sortent de leur silence. La France, mieux que quiconque, connaît les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous aussi, en France, vous avez beaucoup d'immigrés sur votre territoire, des gens qui viennent surtout du Moyen-Orient et qui vous posent beaucoup de problèmes. Mabata enseigne qu'il faut défendre à tout prix une Birmanie bouddhiste, quitte à utiliser la violence. Les Rohingyas musulmans, eux, seraient des émigrés illégaux du Bangladesh qui doivent rentrer chez eux, même s'ils vivent pour certains depuis des générations sur le territoire. Nous faisons face à une nouvelle forme de colonisation. L'ethnie bouddhiste des Arakanais est en train de devenir une minorité dans son propre État. Dans leur famille, les femmes donnent en moyenne naissance à 4 enfants. Mais les musulmans, Rohingyas, eux, ont plusieurs femmes et beaucoup plus d'enfants. On a un proverbe qui dit « Si vous acculez un chien dans un coin et que vous le battez, le chien vous mordra ». Le pouvoir birman a verrouillé la zone des combats. Seules des images amateurs comme celle-ci, qui nous ont été envoyées par des Rohingyas, montrent l'étendue des dégâts. L'armée répète que ce sont les musulmans eux-mêmes qui brûlent leurs maisons. Des centaines de milliers de civils issus de cette minorité persécutée ont fui vers le Bangladesh voisin. La plupart des Birmans soutiennent les militaires, qui disent traquer des terroristes. À travers le pays, des groupes attisent la haine contre les Rohingyas. Cet homme est un des idéologues du mouvement. Il dirigeait le journal de Mabata jusqu'à ce que le gouvernement interdise la publication. On critiquait en toute objectivité les Rohingyas et ces terroristes bengalis. On critiquait la faiblesse du gouvernement d'Aung San Suu Kyi et aussi celle du Parlement. Alors c'est sûr, ils n'ont pas dû apprécier. Ces lettres à la prix Nobel de la paix sont restées sans réponse. Il ne porte pas Aung San Suu Kyi dans son cœur et se laisse aller à quelques confidences. Alors que notre caméra filme son bureau, il va parler de ses liens avec les hauts gradés de l'armée. Le général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l'armée, accusé par certains de mener une campagne d'épuration ethnique visant les Rohingyas. Chez ces Rohingyas, ces Bengalis, il y a de nombreux civils qui attaquent les Birmans. Eux aussi participent au terrorisme. Donc moi, je ne ressens pas de tristesse quand je vois que ces terroristes sont en train de se faire tuer. Il assiste à tous les rassemblements d'un personnage sulfureux, Ouviratou, surnommé par ses détracteurs le Ben Laden birman. Désavoué par les autorités bouddhistes pour ses propos extrémistes, on lui interdit de s'adresser aux foules. Mais dès que la crise des Rohingyas a éclaté, il est sorti de son silence pour réclamer, comme l'armée, la mise en place d'un état d'urgence dans l'Arakan. Ici, les Rohingyas et les humanitaires sont détestés.
des ONG coupables à leurs yeux d'aider les Rohingyas contre la nation. Les discours ultranationalistes et anti-Rohingya d'Ouviratu trouvent un écho fort au sein de la population, aux grandes dames de Chao Min. Dans les bureaux de cette figure Rohingya trônent des portraits du père d'Aung San Suu Kyi, le héros de l'indépendance birmane. Cet ancien député était un fidèle allié de la prix Nobel de la paix, passant 7 années derrière les barreaux, à l'époque où, ensemble, ils osaient s'opposer à la junte militaire. Ces derniers temps, il n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Il a peur que la police vienne l'arrêter, il pèse donc chacun de ses mots quand il parle de la souffrance de ses frères Rohingyas d'Arakan. Comment peuvent-ils ignorer ce qui se passe dans l'Arakan? Pourtant, je pense qu'Aung San Suu Kyi sait très bien ce qui est en train d'avoir lieu. Imaginer un avenir meilleur pour les Rohingyas, c'est devenu impossible. Pas tant que les autorités birmanes ne changeront pas leur politique. Pas tant que la communauté internationale ne viendra pas au secours de la communauté Rohingya. Les bouddhistes nationalistes sont accusés de prêter main forte à la police et à l'armée dans les violences qui déchirent l'État d'Arakan. Aung San Suu Kyi, elle, se refuse à condamner ces militaires qui n'ont aucun compte à lui rendre. Pourtant, l'icône birmane et dirigeante de facto avait promis de défendre les droits des minorités et des Rohingyas. Voilà pour ce reportage au cœur du nationalisme birman. Pour aller plus loin, nous recevons à présent Sophie Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de plusieurs ouvrages sur la Birmanie, et notamment de Nous, les Innommables, qui racontait la vie justement d'un Rohingya. Ce livre, il date de 2012, raconte les persécutions subies par Habib, qui vous a raconté sa vie. C'est important de rappeler que ces persécutions contre les Rohingyas, elles ne datent pas de cet été. Oui, je pense que c'est important parce que les Rohingyas en fait sont persécutés depuis bien avant 1982, l'année où on leur enlève leur identité et où la propagande qui vise à dire que les Rohingyas n'existent pas commence à se mettre en place officiellement par le gouvernement. C'est à ce moment-là qu'ils n'ont plus été citoyens birmans, voilà. C'est ça? À ce moment-là, ils sont plus citoyens ça rentre aussi dans la stratégie du gouvernement de bouddhiser le pays depuis des années, en fait, où l'idée, c'est vraiment d'envoyer des moines dans les territoires ethniques pour convertir les populations au bouddhisme et construire beaucoup de pagodes dans le pays. Les Rohingyas, c'est l'ethnie qui a le plus d'héritage réel musulman en Birmanie, et c'est aussi pour ça que je pense que l'attention est portée sur ces Rohingyas pour les nettoyer. Revenons peut-être au cœur de ce reportage, ce rôle des moines bouddhistes extrémistes dans ce conflit. C'est très loin de l'image qu'on a du bouddhisme vu de l'Occident. Oui, le bouddhisme, ça reste la religion d'État. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout... Enfin, on a un peu romantisé l'image du bouddhisme, tandis que la junte militaire utilise ce bouddhisme. Oui. Parce que finalement, ils ont vu que les moines sont le deuxième pouvoir en Birmanie. On a le pouvoir avec 500 000 militaires, mais on a aussi... pouvoir militaire, et il y a le pouvoir des moines qui est aussi de 500 000 personnes qui ont eu un rôle énorme pendant toute la dictature, puisque c'est eux qui ont pu finalement donner l'éducation au peuple quand les militaires ne leur donnaient pas d'éducation aux enfants. Donc, oui, ils étaient quand même, ils étaient même un rôle important dans la lutte contre la junte militaire. Oui, ils ont eu un rôle important à la fois pendant la domination britannique, puisqu'il y a eu des résistances moines. Ils ont eu un rôle important en 1988 pendant les révolutions et en 2007, comme on l'a vu, quand les moines se sont emparés des rues pour manifester et demander plus de justice. Maintenant, et je pense que la junte l'a compris, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui ils se sont beaucoup plus rapprochés des moines. Parce que notamment les extrémistes là qu'on a vus, ils ont l'air d'avoir des relations assez proches avec l'armée.
Oui, et ils ont des relations proches, ils sont soutenus par l'armée, peut-être, et il y a des donations, des offrandes des généraux. Faut savoir aussi que les généraux sont moines, parfois, au cours de leur carrière. Donc il y a vraiment une relation ambiguë, et enfin, pas forcément finalement ambiguë, mais qui est là entre les généraux et l'armée. Et donc aujourd'hui, la junte a compris qu'à la fois pour l'ouverture démocratique, il fallait utiliser Aung San Suu Kyi et il fallait utiliser les moines. Alors justement, un dernier mot peut-être rapidement sur Aung San Suu Kyi. Elle est prudente sur ce conflit des Rohingyas, c'est moins qu'on puisse dire. Elle est prudente parce qu'il y a l'armée qu'elle ne contrôle pas. Et quelle est sa relation avec ces moines bouddhistes, justement ? Le bouddhisme, ça fait aussi partie du discours qu'elle a utilisé, ça fait partie des principes. Le principe bouddhiste entre dans son discours à l'origine, en 1988, de non-violence, etc. Donc elle a ces principes bouddhisme dans ses discours. Et maintenant, aujourd'hui, elle utilise aussi, elle sait que ces moines sont très importants dans son approche auprès du peuple, puisque finalement, les moines, ça reste sans doute le... Ce que vous disiez, le troisième pouvoir, l'armée, oui. Aung San Suu Kyi et les moines, finalement. Oui. Merci Sophie Ancel, merci. Pour cette analyse.